changement de salle qui est complètement indépendant de notre volonté. Et je tiens à remercier beaucoup la maison de la vie associative et citoyenne pour avoir réagi aussi aux dévotés. Alors c'est vrai, il y a une salle disponible, mais elle nous l'a mis à disposition. Et merci à la maison de la vie associative et citoyenne. Et merci à beaucoup, vous tous, d'être venus malgré ce gouvernement. Je vais être très brève sur la présentation de l'Université populaire. C'est une université qui existe maintenant depuis 2011 et qui vise à diffuser la connaissance auprès des uns et des autres et à travailler donc sur différents sujets. Les sujets sont choisis au sein d'un conseil d'orientation qui se réunit tous les ans avec les membres du conseil d'administration, des adhérents et des experts scientifiques. Et en fait, les thèmes sont choisis aussi en fonction de vos retours après les questionnaires de satisfaction que vous nous donnez à chaque fin de cycle. Et c'est comme ça qu'on peut choisir les cycles. Et c'est dans cette optique, c'est comme ça que nous avons choisi à travailler sur le cycle économie sociale et solidaire. Alors, la façon dont on travaille pour chaque groupe de travail, pour chaque cycle, c'est que c'est un petit groupe, un petit noyau de personnes qui travaillent sur le cycle, et avec plus ou moins de connaissances, d'expérience, et parfois avec des gens qui ont vraiment cette expérience-là dans le domaine concerné. Et c'est pour ça que je me tourne vers Frédéric pour le remercier de toute son aide qu'il nous a apportée sur la construction du cycle et par les intervenants qu'il a pu aussi nous donner et nous aider à trouver. Donc voilà, donc je passe la parole maintenant à Muriel pour qu'elle nous présente le cycle. Bonjour à tous. Je commencerai par un bref rappel de ce que représente l'économie sociale et solidaire en France, telle que définie par l'INSEE, c'est-à-dire essentiellement des établissements employeurs. Ce secteur de l'économie est tout d'abord défini par un statut juridique qui regroupe 4 grandes familles, à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. Ces structures sont des regroupements de personnes, et non pas de capitaux, qui sont en principe régis par les principes de gouvernance démocratique, de solidarité, de but non lucratif et de juste répartition des exploits. Bon, ces grandes familles se distribuent ensuite dans plusieurs secteurs d'activité, essentiellement tertiaires, les associations dans le social, la santé et l'enseignement, les mutuelles dans l'assurance, etc. Ces 4 familles représentent environ 10 à 11% de l'emploi salarié total français, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais ce secteur est la résultante d'une longue histoire et a connu de profonds bouleversements depuis 2 siècles. Et l'ESS, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a que peu de choses à voir avec les premières sociétés de secours mutuel, les sociétés caritatives ou les premières coopératives du 19e siècle. C'est l'histoire de ces évolutions et transformations que M. Noguès, ici présent, abordera dans cette première séance. La deuxième séance abordera quant à elle, avec M. Worms, les évolutions les plus récentes de l'ESS à partir de la loi sur l'ESS de 2014, dite loi Hamon. Les 3e et 4e séances nous feront toucher du doigt ce que sont véritablement les activités économiques, d'une part des associations et d'autre part des entrepreneurs sociaux de notre quartier. Enfin, la dernière séance abordera le futur de l'ESS. Est-elle appelée à devenir l'avenir de l'économie ou restera-t-elle une survivance au sein d'une économie capitaliste généralisée? Alors, je vous présente M. Noguès. Maintenant, M. Noguès, vous êtes économiste, professeur honoraire de l'Université de Nantes. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités, en particulier au sein du CREDOC, l'organisme de recherche sur les conditions de vie des ménages. Vous avez été président du conseil scientifique de cet organisme, de l'ADEF, l'Association pour le développement de la documentation sur l'économie sociale, dont vous avez été le président. Jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre dernier, merci. Et au sein de l'UNIOPS, alors là, l'UNIOPS, c'est plus compliqué pour moi, c'est l'Union nationale interfédérale des organismes et des œuvres privées du sanitaire et du social. Et vous êtes membre du Conseil Recherche et Prospective. Et vous êtes par ailleurs membre du Conseil d'administration de la Fondation Crédit Coopératif. Quant à vos recherches, elles ont porté essentiellement sur l'économie des solidarités, de la protection sociale et du vieillissement, et plus généralement sur l'économie sociale et solidaire dans tous leurs aspects historiques, sociaux et économiques. Et je vous laisse la parole. Bien volontiers. Merci beaucoup.
J'espère que vous allez entendre sans micro. Bon, donc, désolé un petit peu pour les contretemps, et d'autant plus que je ne pourrais pas rester auprès de vous beaucoup plus de 10 minutes après ne vous fiez surtout pas à cette pendule, j'espère. Non. C'est l'heure à laquelle il faudra que je parte à peu près. Mais elle est déjà fixée, donc au revoir, monsieur. C'est pas vrai. Non, mais la SNCF, il y a des travaux sur la ligne Amiens-Paris, et il faut que je prenne impérativement le train à 13h25. Alors, je pense qu'il aura un peu de retard au départ, mais c'est pas une raison pour jouer avec. Voilà. Alors, on va regarder un peu cette histoire de l'économie sociale et essayer d'aller jusqu'à aujourd'hui. Le diaporama sera accessible sur le site de l'université, donc vous l'aurez intégralement. Je n'aurai pas le temps de répondre sans doute à toutes vos questions, mais Muriel aura mon mail et vous pouvez m'envoyer des questions, j'y répondrai. Donc si vraiment il y a des choses que vous n'avez pas pu, parce qu'on est nombreux, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre ou de vous dire à qui poser la question ou ce qui pourrait vous aider à y répondre. Si vous le voulez. Voilà, alors on a beaucoup de choses à voir, vous allez voir. On va commencer là par la pharmacie mutualiste de Troyes. Voilà un exemple d'économie sociale. Elle a été créée en 1909 et à l'origine c'est une coopérative de consommateurs, d'ouvriers consommateurs, la Lavorieuse, qui a créé une société de secours mutuel après parce qu'ils répondaient aux besoins qu'ils avaient. C'est pour ça qu'on dit parfois l'économie sociale est fille de la nécessité. Quand les gens ont des problèmes, ils s'associent, ils essayent de trouver des réponses. En gros, on a déjà presque tout dit en disant cela. Et là, je vous en ai mis. Elle existe toujours ? La pharmacie mutualiste de Troyes, oui. La pharmacie mutualiste de Troyes. Le reste, je ne sais pas. Et là, je ne suis pas historien en plus, donc je suis économiste, comme Muriel vous l'a dit. Et donc, les historiens, je travaille avec eux. Avec Michel Dreyfus, avec Patricia Picastruyen, avec Charlotte Sinet, entre autres, mais ils savent beaucoup plus de choses que moi sur l'histoire, évidemment. L'autre, c'est l'œuvre de l'abbé Roussel, et c'est aujourd'hui la Fondation des orphelins et apprentis d'Auteuil, donc une grosse entreprise d'économie sociale. Voilà, je vous en ai mis deux. Pourquoi? Parce que l'économie sociale, c'est pluriel. C'est même un peu un lieu de conflit, de tension, de bagarre, parce qu'on n'est pas tous d'accord. La première fois que le mot est employé, c'est Louis-Gabriel Dubuis-Nançay qui l'emploie dans un ouvrage qu'il écrit pour faire l'éducation des princes. Bon, vous voyez, et il dit finalement la nécessité qui est l'aisance du petit nombre produite par le travail du plus grand nombre. Ben, sans ça, il ne pourrait pas y avoir de société. Mais que le but de cette nécessité tend à la ruine de la société. Vous voyez, c'était l'un des nombreux conseils qu'il donnait pour former les futurs rois. Parce que c'était écrit en 1747, je crois. En réalité, l'essentiel du développement de l'économie sociale, c'est au XIXe siècle. Alors on va d'abord voir une première partie, l'économie sociale, une affaire du XIXe. Puis après, on surveillera rapidement le XXe pour aller vers la fin du XXe, parce qu'il y a eu une période, pas de silence, mais en tout cas de moindre présence, et puis une renaissance dans la dernière partie, dans le dernier tiers du XXe siècle. Et puis on ouvrira avec l'entrepreneuriat social des questions pour le XXIe. Une affaire du 19e siècle. Alors là, le sens du mot varie beaucoup. Mais vous allez voir que quand on fait la synthèse de tout ce qui est dit, dans les années 20-30, on commence déjà un peu à parler d'économie sociale. C'est l'harmonie sociale, c'est la paix sociale, c'est la promotion de la liberté et de la morale. Le nouveau traité d'économie sociale de Charles Dunoyer, 1830. Bon. Par la suite, on est déjà un peu plus réformateur, on va dire. C'est les Saint-Simoniens, c'est les socialistes chrétiens, et là l'objectif c'est de faire que le travail ne détruise pas l'homme, mais qu'il soit plus émancipateur peut-être. Hein. Là, à l'école leplésienne, c'est Leplé, on en reparlera, il crée la Société d'économie sociale, j'en dirai deux mots. Et puis à la fin, on est davantage sur des questions de justice sociale, avec Walras et Charles Gide.
On va passer sur ça. Alors, ça s'accompagne de beaucoup d'utopies. Saint-Simon pense que la classe industrielle peut jouer un rôle important dans le progrès social, et il voit l'association comme un moyen de socialisation des gens, ce qui est une bonne idée. Robert Owen, industriel écossais, alors, il échouera dans son expérience aux États-Unis puisqu'il va faire une communauté qui devait être harmonieuse, mais qui n'a pas réussi à l'être complètement. Mais il a, si vous voulez, il fait partie de ces réformateurs, de ces patrons, en l'occurrence c'est un patron, qui non pas veulent faire du social comme aujourd'hui, mais ont le réel souci du progrès social. Et donc de permettre de transformer les choses et pas simplement de faire du social washing, comme on dit aujourd'hui. Fourier, avec son projet de phalanstère, Proudhon, avec le défenseur de la petite communauté, de l'autonomie et des coopératives. Tous les grands courants de la pensée sont présents. Là, j'ai lu le courant catholique du catholicisme social avec un médecin, Buchez, Saint-Simonien. Il est l'un de ceux qui va définir l'idée qu'on peut avoir un patrimoine collectif, mutualisé, impartageable. C'est-à-dire qu'on constitue du capital en commun, des communs, hein, d'une certaine manière, qu'on décide ensemble, et on se donne comme règle de jamais les repartager. C'est un chemin, et la règle générale, c'est que si on veut pas, si on arrête, parce qu'on n'a plus besoin, eh ben on donne à un autre qui a les mêmes valeurs. C'est ça. C'est toujours vrai dans les Scots, c'est toujours la règle qui prévaut. Il n'y a pas de... On récupère sa part en valeur nominale, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation et sans intérêt. Et s'il reste quelque chose, il faut le donner à une autre organisation ayant la même nature. Mais ça, ce n'est pas la loi qui le décide, c'est les gens eux-mêmes. Et Buchez, c'est un seul qui fait ça. Frédéric Lepré, on en reparlera plus tard, c'est un personnage très important de l'époque. Les protestants ne sont pas absents. À Nîmes, l'abbaye nîmoise, c'est une coopérative de consommation, et puis après, ils vont aller vers la santé aussi. Édouard de Boive, et puis celui qui est le plus connu, c'est l'oncle d'André Gide, c'est Charles Gide, qui est économiste, qui sera professeur des facultés de droit à Bordeaux, puis à Paris, je crois, et qui a été favorable à la République coopérative. On parlera de lui. Évidemment, au bout de tout cela, il y a l'encyclique Rerum Novarum pour les chrétiens, la doctrine sociale de l'Église, qui refuse à la fois l'individualisme libéral et les thèses socialistes, et qui essayent déjà de trouver la troisième voie. Alors, ils sont favorables au syndicalisme corporatiste et à l'économie sociale catholique, c'est-à-dire aux œuvres, on va dire, hein, dans un sens assez large. Acceptation de l'intervention limitée de l'État, parce que le principe de subsidiarité. Il faut laisser faire les communautés de base et les églises, et l'Église avec un E majuscule, de préférence encore, mais qui fait qu'on est plutôt un peu réservé sur l'intervention de l'État. Vous verrez, je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que dans l'économie socialiste et jusqu'à aujourd'hui, il y a tous ces courants-là encore. Ils sont tous présents avec leurs idées. Voilà, alors, du côté du solidarisme bourgeois et républicain, là j'ai pris Alfred Fouillet, et je vous ai mis une citation pour vous montrer un petit peu le type de réflexion. Le socialisme veut étendre le domaine de la propriété sociale jusqu'à y absorber entièrement la propriété individuelle. L'individualisme exclusif, au contraire, veut étendre la propriété individuelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de propriété sociale. Nous, on veut accroître simultanément et la propriété commune et la propriété individuelle. Vous voyez, donc on est toujours dans l'idée de réformer et dans des voies non extrêmes, en tout cas, vous voyez, moins absolues. On est un peu dans le bricolage. C'est pas faux. C'est pas faux. Durkheim aussi, bon, il a des discours sur la solidarité. Celui qui est important, entre autres, c'est Léon Bourgeois, parce qu'il a écrit un ouvrage, 1899, si vous l'avez vote, Le solidarisme. Et il a joué un rôle très important parce qu'il est l'un de ceux qui a favorisé la mise en place de la protection sociale. On y reviendra.
voyez, et alors, j'ai mis plusieurs citations. L'homme ne devient pas seulement au cours de sa vie débiteur de ses contemporains, nous sommes tous dépendants les uns des autres, sans les efforts de production des uns ou des autres, mais également du passé, sans le savoir accumulé par les générations précédentes, évidemment. Donc l'homme n'est débiteur. Je dis ça parce qu'on a beaucoup plus tendance aujourd'hui à parler des prélèvements obligatoires et à trouver comme spoliation tout prélèvement, etc. Sans voir que nous sommes des héritiers, avec des parts différentes, certes. Mais nous sommes quand même tous des héritiers des générations antérieures. D'où l'idée de dette sociale et de penser la société comme un contrat d'association. Ça débouchera sur les premières retraites, entre autres, comme contrat d'association. La social-démocratie, voilà, John Stuart Mill, alors c'est un Anglais, mais qui a vécu en France, du côté d'Avignon, très longtemps. C'est on aurait dit, vous savez, les gens super intelligents, dont je ne mesure même pas bien les capacités, parce que je ne les ai pas. Mais lui, il les avait, il traduisait Xénophon, il traduisait l'Anabase à 6 ans. Moi, à 16 ou 17, je peux vous dire que je parlais comme un malade et que je faisais des contresens. Alors, John Stuart Mill, c'est un penseur très très important parce qu'il est libéral, il a confiance dans la liberté individuelle, il est tolérant, il est féministe au passage, réellement. Donc il reconnaît la différence dans l'égalité, ce qui n'est pas très fréquent à cette époque-là. Il souhaite un gouvernement qui gouverne selon des règles rationnelles plutôt que de croire à l'existence d'un ordre naturel, de lois naturelles à respecter, donc interventionniste, et il va dissocier les lois concernant la production et l'échange, ou croire qu'on peut dissocier, les lois concernant la création de la richesse économique et sa circulation, et les lois concernant la répartition, la redistribution, ce qu'on en fait, ce qui permet de répondre aux besoins. D'où l'idée de, vous voyez, on laisse l'économie de marché et on met en place des systèmes de redistribution. L'idée, elle est là, déjà, elle est très très clairement énoncée chez lui. En plus, il a un souci de la culture réelle. Il espère déjà une révolution culturelle où les hommes n'emploieraient pas leur vie à courir après les dollars, mais cultivent les arts qui embellissent la vie, ce que vous êtes en train de faire. Alors, deux conceptions par rapport à la question sociale, et c'est quelque chose qui reviendra de manière récurrente. La théorie qu'il faudrait mieux éliminer, la théorie de la dépendance et de la protection, le paternalisme, la bienfaisance. Il ne faudrait pas encourager les gens à penser trop par eux-mêmes, à donner à leur réflexion et à leur prévoyance une autorité dans le règlement de leur destinée. Le devoir des classes supérieures est de penser pour eux et de prendre la responsabilité de leur sort. On n'est pas totalement dégagé de ça quand les gens pensent connaître le cap où la société doit aller et amener le peuple à l'accepter, à y consentir. La tutelle a beau être bienveillance, la déférence respectueuse et reconnaissante n'est pas acquise. Et Stuart Mill préfère la théorie de l'indépendance, où il dit qu'il faut que les nations modernes apprennent que le bien-être du peuple doit résulter de la justice, du self-government, il est anglais, donc de l'autonomie, par la dikaya sunné, la justice et l'équité, et par la sophros sunné, la modération, la sagesse des particuliers. Donc la morale n'est pas exclue de sa réflexion, mais on voit qu'il y a un projet politique déjà derrière. Alors, beaucoup d'entrepreneurs sociaux, celui qui est le plus connu en Europe, c'est les équitables pionniers de Rochdale, 1844 en Angleterre. Alors, ils font une coopérative, ils construisent des maisons pour leurs membres, ils se portent assistance mutuelle, ils font de la solidarité en cas de maladie, donc ils inventent plein de choses. Ils ont été jusqu'à 10 000 en 1878. Donc, vous voyez, c'est quand même une communauté de taille importante. Ils font un fonds d'éducation pour permettre aux enfants d'acquérir des connaissances. Ils pratiquent le commerce à prix coûtant avec ristourne, c'est-à-dire quand on fait du bénéfice, on le ristourne aux gens parce qu'on leur a vendu plus cher qu'on aurait pu. Donc on leur ristourne au prorata, ce qui a fonctionné dans le mouvement coopératif de consommation. Les COP pour les plus âgés d'entre nous, on sait. Le Familistère de Guise, pas très loin au nord, dans ma région, les Hauts-de-France maintenant,
Jean-Baptiste Gaudin, le familistère, là aussi, c'est très très intéressant. Même s'il y a des limites, toutes ces expériences-là sont critiquables. Je ne suis pas en train de vous dire que l'économie sociale, c'est parfait. Ma société de mutuelle, de secours mutuel des instituteurs de Loire-Inférieure, les femmes, il y en avait déjà des institutrices, mais elles n'avaient pas le droit de vote au départ. Dans la mutuelle. Dans ma mutuelle. Mais dans ma mutuelle, ça va dire après. Avant 46, quand même. Mais, donc, ce sont des institutions humaines. Donc, si vous cherchez l'idéal et la perfection, vous serez forcément déçus. Mais le familistère Gaudin, il y a quand même des choses extrêmement géniales. Alors, Schulz de Litz, l'allemand, lui, il invente le crédit populaire et l'assurance maladie. Et Raffessen, le crédit mutuel aussi, et l'idée de gratuité des fonctions administratives, d'administrateur. Alors, si on fait le bilan, la caisse d'épargne, Benjamin Playfair, c'est le courant libéral pur. L'abbé Louis Roussel, c'est le fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil, et astucieuse aussi, il s'aperçoit qu'il y a des orphelins, et ça ne sert à rien de les nourrir ou de les élever s'ils ne trouvent pas de travail, donc il va passer à un atelier de cordonnier, je crois, de cuir, il faut au départ, et puis de fil en aiguille, il va créer des écoles techniques d'insertion, des écoles de la deuxième chance, que sais-je. L'abbé Louis Roussel. Là, il fallait que je trouve une femme, je savais que Muriel était là, donc j'avais intérêt à ne pas oublier cela. J'ai trouvé, sans trop chercher longtemps, mais sur le site Histoire de la mutualité, Léonie Toureille. C'est une agricultrice de la région du Gard, je crois, du département du Gard, et qui est la fondatrice de la mutuelle maternelle. Parce qu'il y avait des mutuelles, parfois, qui fonctionnaient pour les hommes, mais pas pour les femmes, notamment à cause des risques liés à la maternité. Et donc, Léonie Toureille est entrée dans le truc en disant mais c'est pas normal, il faut s'occuper des problèmes liés à la maternité et plus généralement. Donc, c'est l'une des pionnières de la mutuelle maternelle. Et puis alors là, je vous ai dit que tous les courants y étaient, c'est une famille juive, Emil Dutch de la Meurthe, c'est l'un de ceux qui a contribué au financement de la cité universitaire à côté d'ici, peut-être sur le 14e d'ailleurs. Vous savez, les provinciaux connaissent mal les frontières des arrondissements parisiens. Mais géographiquement, je vois bien où c'est quand même, à peu près, c'est sur les franges du 14e. Eh bien, c'est lui, comme Rockefeller et d'autres. Alors, vous voyez, le libéralisme invente les banques populaires, les caisses d'épargne, le socialisme pragmatique, les coopératives de consommation et de production, le socialisme républicain, le mutualisme et la protection sociale, et les religions, toutes comprises de celles de l'époque, les religions musulmanes, on n'a pas de traces historiques importantes à l'époque, mais il y aurait eu certainement, comme il y a vraisemblablement aujourd'hui, des initiatives qui sont prises aussi de ce côté-là en ce moment. Voilà. André Guélin vous en dira plus si vous voulez. Alors, un bon moyen de se rendre compte de ce qui se passe au XIXe siècle, c'est de s'intéresser aux expositions universelles. Vous savez que c'est la Révolution française qui a inventé les expositions universelles. On était tellement fiers de ce qu'on avait fait en France qu'il fallait à tout prix que l'humanité entière, tout l'univers, puisse profiter de notre expérience remarquable. Et donc en l'an 6, on lance la première exposition universelle. C'est quand même une idée géniale, parce que ça veut dire que c'est déjà l'idée que la planète est concernée, et concerne tout le monde. Enfin, oui, c'est bon. Alors, dans ces expositions universelles, on fait l'état des savoirs, des sciences, mais aussi, y compris parce que c'est la Révolution française qui lui a donné naissance, on fait un état des progrès sociaux. Il n'y a pas que les progrès techniques et scientifiques qui sont évoqués, il y a aussi, et alors les progrès sociaux pour en parler, on va appeler ça économie sociale. On va appeler ça économie sociale, alors dès 1855 à Paris, alors à l'époque l'économie sociale c'est uniquement comment permettre à des pauvres ouvriers qui n'ont pas d'argent de survivre. Donc on cherche les moyens économiques de tenir dans des budgets impossibles à gérer en fait, même par le meilleur économiste de France. Les galeries domestiques, vous voyez. Et ça, c'est le play déjà. À chaque fois, il y a un rapport sur l'économie sociale. Il y a un rapport sur l'exposition universelle et il y en a un sur l'économie sociale. C'est le play qu'il fait. En 67, c'est encore lui.
Alors là, il commence à parler des réalisations patronales, ce qu'on dirait les pionniers sociaux, les entrepreneurs sociaux. C'est la science de la vie heureuse, l'économie sociale. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Hein. Et alors, on fait un concours des meilleures initiatives avec un prix. On commence à créer, cette année-là, un prix d'économie sociale, un prix de l'innovation sociale, on dirait aujourd'hui. Vous voyez que c'est intéressant. En 89, c'est l'anniversaire du centenaire de la Révolution française. La Troisième République n'est pas encore trop solide. On ne veut pas qu'il y ait trop de vagues. C'est Alfred Picard qui se colle au rapport sur l'économie sociale et il va mettre les institutions créées par les ouvriers. Mais les initiatives de municipalité aussi. Vous voyez, pour améliorer la condition matérielle et morale des ouvriers, ce qui est la question sociale de l'époque. 1900, alors là, à Paris, le Grand Palais, le Petit Palais. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y avait un palais de l'économie sociale en 1900. Je ne suis pas sûr qu'il existe encore, j'ai pas eu le temps, j'ai retrouvé la photo, le voilà. Il y avait 5891 exposants à l'exposition universelle de Paris uniquement dans le palais de l'économie sociale. Vous voyez le nombre d'initiatives, 2400 à peu près, hein, étrangères. Et le reste français. Bon, alors vous voyez, quand on dit que c'est un mot nouveau, non. Hein, non, on vous repasserait. C'est pas vrai. Il y a un pavillon de l'économie sociale. Et alors, je vous mets une citation de Charles Gide pour vous montrer comment il a fait tout un rapport là-dessus, dont je vous en reparlerai peut-être un peu plus loin. L'économie sociale ne se fie pas au libre jeu des lois naturelles pour assurer le bonheur des hommes, mais croit à la nécessité d'une organisation voulue, réfléchie, rationnelle, conforme à une... C'est l'ingénierie sociale. On a besoin d'ingénierie sociale, on ne peut pas penser que le marché suffit à tout cela. Pour vous montrer l'état du débat à la fin du XIXe siècle et aller vers la conclusion de la première partie, nos amis suisses de Genève, vraisemblablement protestants, peut-être des catholiques avec, sans doute des juifs aussi possible, ils ont été à l'exposition universelle à Paris pour certains d'entre eux, ils reviennent avec des idées. Et alors, ils se disent, voilà, pourquoi ils font ce que vous faites un peu. Parce qu'ils ont fait en fait une université populaire à Genève à cette époque-là. En face des réclamations qui s'élèvent de tant de côtés différents. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour en entendre aujourd'hui. Hein. Contre l'ordre social actuel. Il est du devoir de chacun d'examiner ce qu'elles peuvent avoir de fondé, ces réclamations. Et de rechercher les moyens de donner satisfaction à ce qu'elles ont de juste et légitime. On n'a pas l'impression d'être envoyé 120 ans ou 130 ans en arrière. Alors, comme ils veulent réfléchir à ces questions-là, ils vont faire venir des conférenciers. Alors, comme ils sont petits en Suisse, et que peut-être ils ne sont pas assez nombreux pour penser, où la pensée sociale, elle est en France, ils vont venir chercher en France 4 conférenciers. Ils viennent chercher, je ne sais plus son prénom, je dirais Claude, mais je n'y mettrai pas ma main au feu, Janet, qui est un prof à l'Université catholique de Paris, a décidé de le plaît pour présenter l'école chrétienne. Les mots-clés, c'est autorité et morale personnelle. Bon. On va aller chercher un journaliste, homme politique, journaliste du courant dominant, c'est-à-dire libéral, Frédéric Passy. Liberté plus marché. Et tout ira bien. On connaît. L'école socialiste, ils ont trouvé quelqu'un, je crois que c'est Georges Stigler, mais je ne sais pas qui c'est bien, j'ai pourtant cherché, s'il y a un historien qui trouve quelque chose, ça m'intéresse. L'égalité plus État. Là, on est dans la transformation un peu plus... Et puis, l'école nouvelle. C'est-à-dire l'économie sociale. Et chez Charles Gide, qui est invité à en parler, et eux, ils répondent association et solidarité. Voilà. Et alors, Charles Gide, je vous ai mis 2 phrases pour vous dire, pour que vous commenciez, ça prépare ma conclusion de première partie. Il dit, c'est lui qui le dit, hein. Je pense que c'est intéressant. La gauche de la nouvelle école, c'est eux, et la droite de l'école socialiste se confondent. Je t'aime moi non plus presque tout le temps. Hein. Ça a été pendant très longtemps ça, mais oui, c'est lui qui le dit. Et alors, l'économie sociale, c'est l'étude de tous les efforts tentés pour élever la condition du peuple. Vous voyez, on est toujours bien dans ces charges. Alors, comment interpréter ça? D'abord, on peut dire qu'il y a 2 tendances
Il y a une tendance qui organise du collectif, de la réciprocité, c'est les mots d'aujourd'hui, c'est pas forcément ceux, ils auraient parlé davantage de mutualisme, avec une visée émancipatrice, dans des sociétés de secours mutuels, des coopératives. Et puis il y a une autre qui est dans l'économie sociale aussi, dont on parle à chaque fois aux expositions universelles, qui produit des initiatives, qui améliore, qui crée du progrès social, mais qui se constitue dans un rapport dissymétrique, davantage de paternalisme, c'est-à-dire c'est les patrons qui ont des responsabilités et qui les ont prises. Dans un certain nombre de cas, il y a eu plein d'inventions patronales dont on a hérité par la suite après, ou dans un rapport de bienfaisance, à l'instar du caritatif. Deux voies d'innovation différentes pour un changement social par la réforme et dans la paix. Mais il y a une autre voie. Il y a une alternative politique, la lutte révolutionnaire, la dictature du prolétariat, dont on commence à entendre parler évidemment à la fin du XIXe siècle. Alors est-ce qu'une synthèse existe? Jaurès, quand il écrit son travail sur l'histoire, pour lui dit l'action syndicale, l'action coopérative et l'action politique sont complémentaires. Dans l'attention. Dans l'attention en deux mots. Là. Parce que le premier courant, celui de la bienfaisance, là en l'occurrence j'ai changé l'ordre, c'est pas très intelligent de ma part, il invoque le principe de subsidiarité pour limiter l'action publique. Il compte alors sur la responsabilité personnelle, notamment des plus riches, la charité, la morale individuelle, la bienfaisance, pour organiser le progrès social. L'État oui, mais pas trop. Au contraire, pour les autres, on affirme la nécessité de la construction d'un État social devant exercer davantage de responsabilités collectives pour parvenir à une société plus juste. Là, on est plutôt front face au libéralisme. Alors, dans son rapport de 1890, j'y arrive, au moment de l'exposition universelle à Paris, Charles Gide conclut, ça vous retrouverez ça dans ce texte qui a été diffusé chez l'Harmattan, quel est celui de ces trois modes? Parce qu'il dit l'économie sociale, il y a trois sources. Le patronage, bon, les initiatives de ceux qui créent des fondations, etc., des riches. L'association, ceux qui se rassemblent pour essayer de faire quelque chose. Et l'État. Et finalement, quel est celui qui dominera, comment ça va s'organiser? C'est l'importance du rôle joué par chacun d'eux qui marque la physionomie sociale d'une époque. Et on est bien aujourd'hui dans une rediscussion du rôle respectif de l'État social et de la protection sociale, de la charité et de la bienfaisance, etc. etc. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de substitutions possibles et qu'à mon avis, c'est les complémentarités qu'on peut jouer, mais il ne faut pas croire que c'est un système de vase communicant. On l'a bien vu, là, avec la suppression de l'ISF, ça ne s'est pas traduit par une augmentation des dons des plus riches. Quand ils étaient obligés de payer l'impôt à l'État, certains d'entre eux disent oui, mais j'aimerais bien quand même qu'il aille plutôt vers ça. Donc ils utilisaient, et c'est bien, l'avantage fiscal qui est donné. À partir du moment où on a supprimé l'impôt, et bien en même temps, on n'a pas vu les mêmes flux aller vers les œuvres et les fondations. On n'a pas récupéré intégralement. Alors que les riches vont mieux. C'est compliqué ces histoires d'impôts, très compliqué. Alors je vous propose une synthèse de Mona Ozouf, que j'aime bien, la synthèse, je la lis avec respect et intérêt. Concevoir enfin la fraternité, moins comme une communion mystique et religieuse, que comme cette exigence de solidarité, sans laquelle ni la liberté ni l'égalité n'ont de sens. Vous voyez, réfléchis. Les républicains, désormais, sont sûrs que le fonctionnement spontané de la société ne peut à lui seul accomplir les droits de l'homme. Ils ne sont pas libéraux. L'idée libérale pêche par défaut, dit Mona Ozouf. Mais ils sont sûrs aussi qu'une fraternité conçue comme une liaison organique du corps social et hantée par la similitude des êtres conduit à la contrainte. L'idée socialiste pêcherait par excès. L'idée républicaine, c'est la synthèse. On la cherche toujours.
Mais vous voyez que l'histoire a commencé au 19e. Le 20e, on va pouvoir aller assez vite, parce que, non pas qu'il ne se passe pas de choses, mais chaque famille va suivre son petit bonhomme de chemin. Les mutuelles vont suivre le leur, les coopératives vont suivre le leur, et le Big Bang associatif va investir l'éducation populaire, le sanitaire et social, le sport, très important. Mais ils ne sont pas ensemble, ils ne se parlent pas beaucoup, pas du tout. Ils sont assez perturbés, notamment par le développement de l'État. L'État social bouscule les mutuelles, même si pendant un moment, les mutuelles ont géré la sécurité sociale, le régime général, dans les années 30, comme les syndicats. Mais c'est surtout les mutuelles qui se sont engagées. Et puis, on avait fait comme on n'était pas sûr que les patrons, les syndicats et les mutuelles récupèrent tout le monde, on avait fait une caisse voiture balai. Que l'État, c'est celle-là qui a eu le plus de développement. C'est pour ça qu'on a eu la sécurité sociale en 1945. Mais au départ, c'était géré par les mutuelles, par les syndicats, il y avait une libre adhésion, en quelque sorte. On va perdre l'utopie. Les militants coopérateurs, il y en a peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ceux du début du XXe et de la fin du XIXe, ils pensent que par la coopération, on va transformer la société. Ils pensent qu'il faut créer une république coopérative, alors plus du côté de la consommation que du côté de la production. Hein. Ils sont beaucoup plus là. Au début du 19e, c'était le travail qu'on voulait changer. Au début du 20e, on va dépasser le capitalisme par la coopérative de consommation. Ils ont inventé, ils ont eu un pouvoir local tout à fait intéressant, mais ils n'ont pas réussi à faire basculer ou à transformer profondément le capitalisme. Jean-François Drapry, mon collègue et ami, on aurait besoin d'une théorie sociopolitique alternative au libéralisme. Là aussi, les chercheurs sont bienvenus. Surtout ceux qui trouvent. Alors, je crois qu'il y a un historien parmi vous, il doit connaître Georges Fauquet, parce qu'il est lié, c'est un médecin qui est né en Seine-Maritime, à Lisbonne, et il a soigné les coopérateurs de l'Avenir de Plaisance, dans le 14e, au cours de sa vie, avant de partir à l'étranger, d'avoir une carrière, mais il a été pendant un moment un médecin proche des mouvements coopératifs, et il est resté, puisqu'il a publié en 1935 un ouvrage qui fait date et référence sur le secteur coopératif. Mais là, vous voyez, il est devenu plus raisonnable. C'est plus la révolution coopérative. La coopération ni la coopération de consommation, ni même l'ensemble des formes de coopération, crédit, production, etc., ne peuvent envahir toute l'économie. Elles peuvent seulement viser à en occuper un secteur. Vous voyez, on n'est plus dans le projet global de transformation, on est dans des projets plus modestes de créer des coopératives, associations de personnes et des entreprises. On n'est pas une société de capitaux et ça n'est pas qu'un outil économique pour satisfaire les besoins matériels. C'est aussi un outil d'investissement éducatif. Ça, c'est l'éducation populaire et l'économie sociale ont partie liées sur ce plan-là. Claude Viennet, plus récent, économiste en coopération, chercheur à Paris 1, que vous avez peut-être connu, Muriel. Non, mais il est mort assez jeune, en 2001. Difficile de vérifier si les règles qui différenciaient ces organisations, il parle des coopératives et notamment agricoles, sont toujours présentes. On appelle le phénomène, dans le jargon scientifique, l'isomorphisme institutionnel. C'est-à-dire que ces entreprises qui sont nées au sein de l'économie sociale, elles ressemblent parfois, comme deux gouttes d'eau, à des sociétés capitalistes. Presque. Quand les gens cherchaient des exemples, ils citaient. Mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Ils parlaient du crédit agricole, par exemple. Mais c'est plus compliqué que ça. Pas aussi simple qu'on aimerait parfois. Henri Desroches, c'est
un homme important. Je vous ai mis un lien vers YouTube que j'ai, à l'occasion de la préparation de cet exposé, j'ai pris le temps de regarder avec un grand intérêt. C'est quasiment son testament. Il espérait atteindre l'an 2000. Et il avait 80 ans à peine. Il ne les a pas atteints. Il a joué un rôle très important, comme vous allez le voir tout à l'heure. Passeur de frontières. C'était un dominicain. Un dominicain qui a écrit sur Marx et Engels. Il aime beaucoup Engels, plus que Marx. Et il a eu des ennuis avec l'Église catholique quand il a publié ses ouvrages sur Marx. Et puis il a eu une compagne, donc il a été réduit à l'état laïque, comme on dit. Et il est devenu chercheur au CNRS dans les années 50. Et après, il n'a pas arrêté d'être actif, notamment au niveau international. Alors, pourquoi on reparle d'économie sociale? Je vais vous le dire. En juin 1970, le Groupement national des coopératives, GNC, la Fédération nationale de la mutualité française, pas à l'époque, il y avait la FNMT aussi, Fédération nationale de la mutualité des travailleurs. Ils ont fusionné depuis. Le imprononçable Groupement des sociétés d'assurance coopératives et mutualistes, la MAIF, la Massif, etc. Le CCCOMSEN, imprononçable, le Comité de coordination des œuvres mutualistes coopératives de l'éducation nationale, la FGEN, la MAIF, la coopération scolaire, et puis d'autres que j'oublie, je m'en excuse. Ils se réunissent parce qu'ils ont peut-être à se parler. On a peut-être des intérêts communs. On a peut-être intérêt à faire front commun pour être reconnus par les pouvoirs publics. Donc ils commencent à discuter. Plutôt à gauche et laïque à ce moment-là encore. En février 1976, l'UNIOPS, l'Union nationale interfédérale des organismes et œuvres privées, sanitaires et sociales, l'UNIOPS est l'association pour le développement des associations de progrès, qui est devenue la FONDA, après, les rejoint. Et il crée un truc imprononçable, le CNAMCA, le Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives. On ajoute le A. Voilà. C'est qui est devenu ESS France aujourd'hui, après s'être appelé un moment le CGS. Le CNAMCA. François Bloch-Léné était président de l'IOPS, c'est lui qui a fait ça. C'était quand même important parce que les mutuelles, c'était plutôt les francs-maçons et les socialistes. L'UNIOPS, c'était plutôt les cathos. Certes, souvent progressistes, mais pas toujours. Et ils commencent à travailler ensemble. C'est ça qui fait que ça... C'était une disruption, comme on dit aujourd'hui. Ça a été favorisé par la période du rapport de Pierre Sudreau. Vous savez, on voulait faire une entreprise plus sociale, la réforme de l'entreprise, la loi Pacte. Et on n'a pas réussi à cette époque-là. J'ai eu peur qu'on accouche d'une souris dans la période contemporaine. Mais toujours est-il que Pierre Sudreau, il est en lien avec le CNAMCA, il invite les gens du CNAMCA, il invite les associations, parce qu'on se rend bien compte que l'économie associative est con, que serait la vie sans les associations. On a l'idée, il est intéressé par le statut des SCOP, on voudrait un statut d'entreprise sans but lucratif. La sauce dont on nous parle aujourd'hui. Tout ça, c'était là. Et donc, ils vont se rencontrer, et à ce moment-là, ils vont commencer à se mettre ensemble. Et c'est pour ça que je fais le lien, c'est que c'est là où François Bloch-Léné et les militants des autres mouvements se retrouvent et se disent, mais finalement, on ne va pas réussir à accoucher de la fameuse entreprise but sociale, on dirait pour aller vite, mais on en a déjà, nous, dans nos adhérents des entreprises sociales. Et donc, allons voir plus loin. Et donc, les associations rejoignent. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les statistiques, 55%, je crois, de l'ensemble de l'emploi dans l'économie sociale, c'est les associations. Au moins 55%. À l'époque, c'est encore plus, sans doute. Rocard, avec la deuxième gauche, pour que la société civile participe. Donc, tout ça. Et voilà. Forcément, à Paris, je ne sais pas où, dans la banlieue, je l'ai sur un papier, mais je n'ai pas eu le temps de le retrouver dans mes caisses. Le 21-22 janvier 1977, Henri Desroches, le voilà, le même, il est invité par le CNAMCA.
Et le CLAMCA, c'est le premier colloque qu'ils font avec les associations. Alors vous avez ici François Bloch-Léné, qui se gratte la tête, et Georges Optat, qui est président du CLAMCA et qui représente la Fédération nationale de la mutualité française. Et il commence à... Et alors, Desroches, à cette réunion, leur dit, au lieu de dire les activités coopératives ou les organisations coopératives, mutualistes et associatives, vous devriez dire les entreprises d'économie sociale. Et il prend le mot d'économie sociale en faisant référence à Charles Gide. Vous voyez? Et l'idée, elle apparaît là, il y aura en 1980 une charte de l'économie sociale, et puis quelqu'un comme Jacques Moreau, Crédit Coopératif, vous dites l'économie sociale, mais il y a combien de bataillons dans l'économie sociale? Alors on va voir l'INSEE. Qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Et donc il a créé l'ADES, dont j'étais président jusqu'à quelques mois, pour faire du lobbying pour qu'on ait des données sur l'économie sociale. Il a réussi, maintenant on a des données. On ne saurait pas le schéma là. Mais enfin, ils viennent de l'INSEE. Il a une idée, il veut une économie sociale ouverte, sans rivage. Parce qu'il se dit, vous voyez, il y a un risque de banalisation par le marché et par l'État. Bon, ok. Mais il faut essayer de répondre, il faut que ce soit un levier pour agir et répondre aux attentes sociales d'aujourd'hui. 1982, il crée l'ADES. Et ils vont également subventionner la RECMA, une partie des références que je vous ai données. C'est la revue des études coopératives et mutualistes, fondée par Charles Gide. Coopérative mutualiste et associative. Et à l'époque, c'est la REC, uniquement coopératif. Et même André Gide, en 1924, il écrit « Je ne suis pas sûr qu'il faille parler d'économie sociale ». On se recentre sur les fondamentaux de la coopération et on reste interrogatif, alors que c'est lui qui l'a produit. Et en 1924, il a un petit doute. Et l'ADES, si vous voulez, il y a Patricia Toukas-Struya, qui est historienne, elle, pour le coup, une vraie. Elle a fait un petit ouvrage sur ce que l'ADES a fait depuis 1982. Ça va bientôt faire 40 ans. Alors l'économie sociale, elle s'est développée. Je vais aller assez vite. En gros, il y a des activités qui ne sont pas intéressantes pour l'économie lucrative. Donc personne n'y va. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Mais ils ne sont pas solvables. Ou ils ne sont pas assez... On ne peut pas faire de marge dessus. Facilement. Donc, on n'y va pas. Oui, mais les gens qui ont le problème, eux, ils veulent trouver des réponses. Donc, ils organisent les choses. Donc, ils vont faire des associations, faire des sociétés de secours mutuels, mettre en place des coopératives, que sais-je, inventer quelque chose. Ils créent une réponse. Ils s'aperçoivent que le besoin, ce n'est pas simplement le leur, c'est ceux d'autres dans la société. Donc ils vont voir l'État en disant, attendez, vous êtes là soi-disant pour assurer le progrès de la société et faire qu'elle soit bien gérée, il faut quand même s'occuper de tout le monde, et donc ils vont tirer à l'État et demander à l'État des lois de protection, des réformes, des mesures, créer de nouveaux métiers. L'aide à domicile, c'est né dans l'économie sociale. Les banques, parce que vous allez voir où ils sont, voilà où ils sont les secteurs. Activité financière, c'est les banques. 35%, c'est de l'économie sociale. Dans les banques chez nous aujourd'hui, et les assurances, héritage de ça. Et pourquoi ils sont dans les banques? Tout simplement parce que c'est l'économie sociale qui a inventé les banques de dépôt. Il y avait des banques à la fin du 19e siècle, mais uniquement pour les commerçants, pour les artisans, pour les riches. Mais pas pour toute la population, même pas pour les petits agriculteurs ou les petits paysans. Et qui va créer la banque? Les curés. Avec les crédits mutuels. Les caisses rurales de crédits mutuels. Parce que les curés, ils sont bien placés. Ils ont la confiance, parfois à tort. Ils ont la confiance. Et donc, ils peuvent obtenir l'épargne des riches, et ils peuvent la prêter, et ils ont quand même une tutelle assez forte pour que les débiteurs honorent leur dette. Alors, on va créer un circuit court. Moi qui ai vécu mon enfance à Rouen, en Normandie, quand je suis arrivé à Nantes, il y avait encore la caisse rurale de crédit mutuel que tenait le curé de ma paroisse, Saint-Félix,
Et il distribuait les intérêts aux paroissiens qui lui avaient donné de l'argent sur des livrets qu'il donnait un jour, dans les années 65, 66. En Bretagne, on donne plutôt qu'aux catholiques quand même parfois, les prêts. Donc c'est en même temps un instrument d'organisation et de défense des intérêts particuliers. Bon voilà, l'action sociale, l'éducation, la santé, c'est pas un hasard si ça va dans ces secteurs-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a demandé à l'État quelque chose et qu'il y a de l'argent, le lucratif se réveille. Ça l'intéresse aussi. Et il sait faire. Peut-être même mieux que cette économie Canada Dry pour créer les gens eux-mêmes qui bricolent. Et donc ça devient une économie mixte. Voilà, alors ici, vous voyez, par exemple, on ne veut pas prendre tout, hein, et ça a changé parce que j'ai pas refait, j'étais encore en activité, enfin c'était ma première année de retraite. J'ai pas refait les études sur les DADS. C'est un peu un manque de courage parce que j'ai un de mes copains qui a fait une partie du travail, il faudrait que je retravaille. Enfin, j'ai d'autres travaux en cours aussi. Alors, je vais prendre quoi? Les maisons de retraite. Hébergement social pour personnes âgées. C'est facile là. Il y a un tiers dans l'économie sociale, œuvres mutualistes et associatives et fondations, hein, y compris les épargnes. Il y a un tiers dans le secteur lucratif. Aujourd'hui, il y a plus. Et il y a un quart public, hôpitaux publics ou affaires communales. Et vous savez, alors il y a d'autres secteurs où c'est l'économie sociale qui domine. Bon, je vous ai dit ça, et alors ça varie selon les régions. C'est dans le secteur social et médico-social. Et pour savoir, on est parti des rémunérations des salariés comme indicateur. On n'a pas les chiffres d'affaires, c'est difficile d'évaluer la valeur ajoutée. Donc on est parti de la... C'est essentiellement des métiers de travail humain, de relations humaines, soignantes, du care, du cure, tout ce qu'on veut, du conseil. Et donc on fait la répartition. Alors vous voyez, Alsace-Lorraine, 82% est dans l'ESS. À l'inverse, Provence-Côte d'Azur, déjà 17% dans le lucratif, c'est beaucoup plus encore aujourd'hui. Hein, puisque c'est mieux le lucratif. C'est ça l'idéologie dominante que ces bricolages. La Haute-Normandie, le secteur public. Alors il y a des différences aussi, il y a des endroits où le secteur public était beaucoup plus présent que d'autres. Vous voyez, l'Auvergne, là, ça mériterait des travaux d'histoire intéressants pour voir, parce que c'est pas un hasard si, là j'ai pris les régions, hein, mais alors, si vous descendez au niveau départemental, il y a encore plus de spécificités, mais c'est pas un hasard si la structure de l'emploi n'est pas la même en Alsace et en Aquitaine, en PACA et en Pays de Loire. Bon, je vous ai dit ça. Bref, on en est où? L'économie sociale, on n'appelle pas encore solidaire, là, mon graphique, j'aurais dû l'enlever, elle est au milieu d'un grand bain. Il y a un peu d'économie publique, l'éducation nationale étant la principale réalisation de cette économie publique, mais les hôpitaux publics aussi. Il y a une économie artisanale, plein de petits patrons, notamment agricoles. Il y a une économie domestique informelle, où les femmes jouent le plus grand rôle, mais qui n'est pas rémunérée. Et puis il y a l'économie capitaliste, industrielle et financière, qui est le gros morceau. Donc l'économie sociale est noyée là-dedans, et si ce n'était pas uni, mais ils se sont unis. Alors ils sont menacés par l'isomorphisme, parce que la professionnalisation de la main-d'œuvre tend à standardiser les choses, par le mimétisme. Vous avez des directeurs d'associations qui se rêvent en chef d'entreprise, des présidents d'associations par contre aussi, donc il y a du mimétisme, et puis il y a de la coercition. On va demander aux associations de respecter les mêmes critères que les entreprises pour tous les appels d'offres pour lesquels on les soumet. Quand vous faites le cumul de tout ça, l'idée originale, l'entreprendre autrement, est fragilisée. Même chose pour les mutuelles, même chose pour les assurances. Le droit européen reconnaît mal le pluralisme. Il n'y a qu'une seule façon de concevoir l'économie. C'est ça le grand problème. Et
Le reste est accessoire. Alors c'est pour ça qu'on sait bien parler d'économie solidaire. Il y a eu des nouveaux services de proximité, comme on les appelait, dans tous les pays. L'insertion par l'activité économique avec le développement du chômage, nouvelles initiatives nécessaires pour permettre une passerelle, des territoires défavorisés par la perte de leurs activités historiques, économiques historiques, et donc création d'activités sur les territoires, agrotourisme en Grèce, en Italie. Bon. On appelle ça l'économie solidaire. Parce que les jeunes, ils n'ont pas envie de prendre les chaussons des vieux. Enfin, moi, je suis trop vieux maintenant pour me rappeler tout à fait comment j'étais quand j'étais plus jeune. Mais je crois que c'est un peu structurel. Ce qui fait que le relais n'est pas facile. Dans des sociétés de personnes, il faut bien passer le relais à des personnes. Mais si vous voulez passer le relais sans perte de pouvoir, bon, c'est moins attractif pour ceux qui prennent le relais déjà. Donc c'est un peu compliqué, et donc ils font leurs affaires en fait. Chaque génération doit prendre sa part de la tâche, et il faut qu'il y ait des choses qui meurent sans doute pour que d'autres apparaissent. Alors, c'est toujours les mêmes initiatives, comme l'économie sociale au départ. C'est très important parce que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être un entrepreneur lucratif pour entreprendre. On peut entreprendre sans être animé par le lucratif. C'est ça que ça fait la preuve. Et l'entreprise sociale, vous verrez que c'est plus ambigu sur ce plan-là. Et puis ça fait la preuve qu'on ne peut pas attendre tout l'État. La société ne peut pas être totalement dans la dépendance de l'État. Et par conséquent, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on peut faire ou qu'on fait mieux, ou dont on aura un plus grand contrôle si on les fait par nous-mêmes. Donc vous voyez, donc c'est très important parce que ça montre qu'il n'y a pas que l'État et l'entreprise capitaliste, il y a d'autres règles, et puis il n'y a pas que l'économie en plus. Ça, alors, elle naît d'un projet partagé dont le sens est donné par ses promoteurs, qui crée un nouvel espace de réciprocité entre eux et d'émancipation ensemble. C'est ça. Alors, elles y parviennent en combinant durablement des logiques économiques marchandes, ou non, et monétaires ou non, comme on le verra. Alors Jean-Louis Laville, vous voyez, envisager l'économie au-delà du marché, au-delà de l'État, renouvellement de l'approche du changement social. J'ai pas trop le temps d'expliquer ça si je veux aller au bout. Bon. Alors on retrouve des idées d'autonomie, de réciprocité, d'autogestion. L'économie sociale, c'est pertinent parce que c'est un fait associationniste jusqu'à l'arrivée des entreprises sociales et des entreprises qui donnent aux finalités sociales une place prioritaire. Biodiversité des entreprises évite l'assimilation entre l'initiative économique et les seules sociétés de capitaux. Nous sommes des entrepreneurs. Le mot entrepreneur, aujourd'hui, on le donne qu'à ceux qui font des entreprises économiques. Dans l'histoire c'est Hélène Vérin qui a écrit un ouvrage sur l'histoire du mot entreprise et du mot entrepreneur. C'est remarquable. C'est un appauvrissement du sens du mot entreprise. D'une certaine manière, l'abbé Roussel, c'est un entrepreneur quand il fait les orphelins apprentis d'Auteuil. Et il le fait briller. Donc le fait de réduire l'idée de l'entrepreneur à quelqu'un qui veut gagner de l'argent avec ce qu'il fait, même s'il est raisonnable, ce qui est sans doute le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent à peine parfois le SMIC. Donc, il y a des entrepreneurs sociaux qui connaissent des conditions difficiles. Bon. C'est insuffisant car le marché nécessaire à la démocratie la menace. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est ce que dit Barbara Stiegler dans l'ouvrage « Il faut s'adapter ». Elle explique bien ce débat. Le libéralisme, c'est l'État ne doit rien faire, en gros, pour aller vite. Le néolibéralisme, c'est l'État doit intervenir pour faire une société de marché. Et il faut, entre guillemets, c'est le mot de Walter Lippmann, il faut réadapter les peuples au marché. Et donc l'État néolibéral, il ne regarde pas les choses faire, il fait, il fait faire, mais il intervient, il pèse de tout son poids. Ce n'est pas un État qui est dans l'abstention, c'est ça la grande différence. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas que du marché, il faut beaucoup d'autres choses, de la démocratie sûrement aussi. Voilà, la double impasse, bon,
faut pas laisser le monopole de la création de richesse au capitalisme marchand, et on ne peut pas compter sur la seule redistribution publique. Retrouver la complémentarité des formes de solidarité, fondées sur les droits, les obligations, la redistribution publique, le droit à l'obligation alimentaire, la solidarité familiale, elle n'est pas, c'est pas une option. Quand vous avez un enfant, c'est une obligation légale. Donc ça fait partie des... Et puis l'autre fondé sur le lien civil, volontaire, la solidarité et l'égalité. Un droit social qui protège les formes d'auto-organisation de la société, œuvrant pour la justice et une démocratie plurielle. Voilà, alors on est arrivé là, on va passer au siècle suivant. Vous voyez, vous avez l'économie sociale instituée. Les fondations, ils sont venues après à cause de l'Europe. Et pour des raisons qui sont bonnes, parce que c'est vrai que les fondations ne sont pas démocratiques pour la plupart d'entre elles. C'est un homme ou une famille qui décide. Et bon. Alors, souvent, ils créent des conseils d'administration ouverts et qui gèrent. Ils ne gèrent pas ça tout seul. Mais ce n'est pas un homme une voix comme dans les autres organisations, normalement. Il y a aussi des associations qui ne sont pas démocratiques. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des idées reçues. On peut très bien faire une association non démocratique. La loi n'interdit pas. La loi 1901 n'interdit pas. Absolument pas. Alors, c'est rare, mais ça existe. Moi, j'en connais. Et parfois même quand il y a des assemblées générales, etc., c'est pas forcément toujours démocratique non plus. Donc ça, c'est l'économie instituée. Vous avez les nouvelles activités, l'économie sociale, solidaire, émergente. Et puis vous avez encore des choses un peu à côté, on ne sait pas trop où les mettre. Les comités d'entreprise, les congrégations et bien d'autres choses. Il y a des marges, comme on dit. Alors, on arrive au XXIe siècle et je me tais dans 10 minutes. Le mot entreprise sociale, c'est nouveau. Le premier à l'avoir employé, semble-t-il, c'est pour moi qui ai fait les recherches, il y a un économiste indien qui s'est livré, c'est Banks, un sociologue dont je ne connaissais pas l'existence avant de travailler, non pas pour vous, mais pour une note que je fais sur l'entreprise sociale, pour la RICMA, justement. Banks, 1972. Mais il a l'idée, entreprise sociale, c'est pas au sens où on l'emploie aujourd'hui, c'est mouvement social. Donc vous voyez, c'est le fait que collectivement on peut entreprendre. C'est pas du tout le nom. Peter Drucker, c'est encore un autre sens, c'est un grand pape du management, c'est un des fondateurs du métier de consultant en management. Mais précoce, dans les années 30, vous voyez. Et il a été professeur de management à New York, et il a publié des ouvrages, des guides du management, qui ont été des best-sellers dans le monde entier. C'est lui qui a façonné la manière de manager. Et là, il dit un truc, il emploie le mot en 79, entreprise sociale. Mais pour montrer que l'entreprise classique, capitaliste, a une responsabilité sociale. Vous voyez, c'est pas encore le même, c'est pas le sens. Vous voyez, ceux qui emploient le mot la première fois, ils n'ont pas épuisé le sens, loin de là. Même chose pour Dubois d'Ancet. Alors, l'OCDE, qu'est-ce qu'il dit? Une activité fondée sur une démarche entrepreneuriale, malheureusement, souvent on ajoute individuel, il faut un entrepreneur, sinon ce n'est pas une vraie entreprise. Si c'est un collectif associatif qui entreprend, Dieu sait si ça existe souvent, c'est pas une vraie entreprise, c'est du Canada Dry. La vraie économie, c'est l'économie avec un entrepreneur. Une femme éventuellement. Il y a des mémoires qui se produisent aujourd'hui sur les entrepreneurs sociaux et notamment les femmes face à l'entrepreneuriat social et comment le plafond de verre existe là aussi. Ou pas seulement le plafond, le mur aussi. Oui. Donc, une entreprise sociale qui n'a pas comme raison principale le profit. Vous voyez la formulation de l'OCDE? Bon. Et qui va être innovante. Bon, voilà. Alors, Ashoka, pépinière d'entreprises sociaux, c'est un consultant de McKinsey, qui est conseiller de Carter, je crois, aux États-Unis, qui crée Ashoka, une association qui va créer en Inde. C'est génial, hein? C'est génial. Mais, vous voyez, on disait, il ne faut pas donner un poisson aux pauvres, il faut lui apprendre à pêcher. Bill Drayton, c'est lui qui parle et qui prend l'exemple, hein, dit non, non, il faut créer une conserverie de poissons. Il
faut créer une industrie du poisson pour régler le problème. Il n'a pas complètement tort, d'une certaine manière. Hein? Et donc, il va, Ashoka, c'est des bourses qui, pendant 3 ans, donnent un salaire à des entrepreneurs sur des projets qui ont été sélectionnés, et il les accompagne, on dirait coach aujourd'hui, hein, mais il les accompagne dans leurs projets, et au niveau mondial. Harvard Business School, grande école, elle va créer en 1993 une entreprise d'innovation sociale, en reprenant le mot enterprise, qui est un mot d'origine française. Entreprise, ça vient de la France, nous dit Hélène Véra. Et les Anglais l'ont repris. Mais c'est un mot français au départ. Alors attendez, c'est aussi bien une entreprise amoureuse, chevaleresque, c'est pas que le sens auquel on l'emploie aujourd'hui. Hein. Guerrière. Bon, ils forment des gens maintenant, vous voyez, les grandes écoles. Alors les écoles de commerce françaises, ils ont une revue. Bon, donc là, on commence à investir dans l'entrepreneuriat social. Tony Blair, avec sa 3e voie, qui lance la coalition pour l'entreprise sociale. Et toujours le mot français qui est utilisé. Une entreprise, c'est une activité commerciale, c'est du business, avec des objectifs sociaux essentiels, dont les surplus sont principalement réinvestis. Mais il y en a quand même qui peut aller dans la poche un petit peu. Raisonnable. En France, vous avez l'ouvrage de Virginie Segers et Sylvain Allemand, L'audace des entrepreneurs sociaux. L'ESSEC crée sa chaire entrepreneuriat social en 2003. HEC le fera 2 ans ou 3 ans après. Et beaucoup d'écoles de commerce en province ont maintenant des filières d'entrepreneuriat social. Concilier efficacité économique et innovation sociale. On glisse de l'organisation ou du mouvement vers l'image de l'entrepreneur. On n'est plus dans l'entrepreneuriat collectif. On est dans un projet individuel compatible au marché. Et alors, les jardins de cocaïne sont pris comme exemple au départ. J'ai participé à la formation de Jean Guillet, Anne-Claire Pache aussi, Unicité, il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Et alors le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Mouvement militant. La nouvelle forme de la réponse aux problèmes sociaux, c'est l'entreprise sociale. Alors, moi je trouve que c'est bien, mais ça ne disqualifie pas forcément les expériences antérieures. Vous voyez? C'est pas parce que c'est nouveau que c'est forcément mieux. Ça se saurait. Tout ce qui est nouveau est automatiquement mieux, on l'aurait appris. Ça peut être mieux, mais pas forcément. Alors c'est ça un peu le problème. Vous voyez? Donc je vais passer là-dessus. Il y a des bonnes raisons, si vous voulez, pour créer des entreprises sociales, et je ne suis pas contre les entreprises sociales. Tous les pays d'Europe ont créé des statuts à lucrativité limitée ou d'entreprise sociale. Enfin bon, ça varie, c'est parfois des sociétés, au sens capitaliste du terme, qui se donnent des finalités sociales. Les noms varient. Nous, en Europe et au Québec, on parle d'économie sociale, mais il n'y a que nous, et encore pas tous les pays. Quand vous en parlez avec un Allemand d'économie sociale, il ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Mais pas du tout. L'économie sociale de marché, c'est autre chose. C'est l'ordolibéralisme. C'est la construction par l'état de droit d'une société de marché qui a des effets sociaux positifs. Le tiers secteur aux USA, c'est plus les fondations, la philanthropie, les ONG. On est plus dans le non lucratif. Et en Europe, on a eu une définition de lucratif très restrictive. Vous êtes lucratif dès que vous vendez quelque chose. Alors, le pauvre club de sport qui vend les bières à la pause, ou les jus de fruits, si vous préférez, à la pause, il est lucratif. Non. Je suis auditionné le 3 avril au CESE parce qu'ils veulent élargir leur conception de lucrativité. Bon, pas simple. Pas simple. Lui, ils réfléchissent là-dessus, c'est déjà bien. Dans l'Amérique latine, on est plus sur l'économie du développement, l'entraide, les groupes de production, l'autogestion et les coopératives, ils en ont aussi. Et dans le tiers-monde, le plus pauvre, c'est les travailleurs autonomes
On fait ce qu'on peut. Mais on a des formes émergentes, on dirait, nous, d'économie sociale, parce qu'elles en ont quasiment tous les critères, à peu de choses près. Donc, vous voyez, les mots économie sociale, il ne faut pas faire du fétichisme. Je suis d'accord avec Charles Gilles. Mais il a quand même quelques vertus. Alors, nous, on lui a ajouté économie sociale et solidaire. Ça ne change pas la réalité. Les pouvoirs publics s'intéressent à ça, aux entreprises sociales, l'Europe notamment, beaucoup. Il y a une initiative sur l'entreprise sociale. Vous verrez, je vous ai mis ça, c'est très ambigu, parce qu'en même temps, ils veulent la participation des citoyens. Et le bénévolat. Ah! Le problème, c'est que mettre ensemble les valeurs altruistes et les valeurs intéressées, lucratives, ça ne marche jamais. Et les unes ont tendance à écarter les autres, et celles qui gagnent, je vous le montre, c'est les lucratifs, toujours. Quand on considère les gens à la fois sur des motivations intrinsèques, pourquoi ça compte, ou sur des motivations matérielles, elles ont tendance à vous me proposez ça, donc ça écarte les autres, et ça les dévalue. Alors, est-ce que c'est une adaptation du capitalisme pour devenir un peu plus moral et plus acceptable? C'est une explication, nous donne... Ou bien est-ce que c'est, là, en germe, une nouvelle société qui émerge avec des entreprises capitalistes qui auraient une responsabilité sociale et environnementale effective, à tel point qu'on pourrait croire qu'elles sont déjà toutes sociales. À voir. À voir. Alors moi je pense qu'il faut distinguer, et c'est ce sur quoi je voudrais terminer, l'entreprise sociale, là moi je suis plutôt pour, l'entrepreneuriat social, je ne suis pas contre, mais j'ai des réserves. Parce que dans l'entreprise sociale, il y a des réserves sérieuses. L'idée d'entreprise sociale, si vous voulez, toutes les associations qui se sont créées depuis la loi 1900, c'est des entreprises sociales. C'est tous les critères. Quand l'Europe dit, voilà ce que c'est une entreprise sociale, ils ont fait un rapport pour dire qu'il faut que les États maximisent l'impact des entreprises sociales. Bon, c'est bien. Bon, ils donnent la définition des entreprises sociales, oui, mais ils ne mettent pas dedans ni les fondations, ni les associations de solidarité. Ils ne mettent que les vraies entreprises avec un entrepreneur, tout seul. Alors, ils disent, oh ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut... Ils auraient regardé la réalité, à savoir qu'il n'y a pas que des entreprises sociales du modèle. J'ai dit intégriste dans l'article, là, voilà, on ne va pas avoir que des amis. Mais, donc vous voyez, dans cette optique de l'entreprise sociale, l'économie est plurielle. On sait qu'il y a plusieurs façons d'organiser l'économie, avec Polanyi, on le sait bien. Et par conséquent, il y a de la tolérance, et il y a place pour des initiatives d'entrepreneurs sociaux stricto sensu. Mais quand on parle du courant de l'entrepreneuriat social, c'est pas de ça dont il est question. C'est que la vraie réponse aux problèmes sociaux passe par une entreprise, une vraie entreprise, avec un entrepreneur, et si possible sur le marché sans demander de fonds publics de trop. Ce qu'il faut, hein, parce qu'ils en demandent forcément pour les mêmes raisons, parce qu'ils sont face aux mêmes problèmes que les associations. Les associations, elles ne sont pas allées demander de l'argent uniquement pour le plaisir, c'est parce qu'il y avait un vrai problème. Vous voyez, là, on a une conception unique de l'économie. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez pourquoi ça devient compliqué? On ne peut pas être pour ou contre les entreprises sociales. Moi, je suis pour parce qu'il y a des gens particulièrement généreux, inventifs et intelligents qui prennent des risques et qui s'engagent. C'est très bien. Mais je suis contre l'idéologie qui a été faite, qui tend à commer. Vous voyez, il n'y a plus de frontière entre lucrativité et non-lucrativité. Tout est dans tout. Hein? J'ai même un collègue ami que j'aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Finalement, il met dans un même triangle, c'est Jacques de Fourny, c'est un type vraiment charmant. Mais il met dans un triangle l'intérêt capitaliste, l'intérêt commun, mutualiste, mutuel, et l'intérêt général. Et il met toutes les entreprises là-dedans en disant bah, c'est un cocktail des intérêts. Donc le Crédit Agricole, bah, il y a un petit peu d'intérêt capitaliste quand même, et puis il y a de l'intérêt mutuel. Non, c'est pas la même chose si l'intérêt est pour les gens, pour ceux qui sont promoteurs du projet. Si leur intérêt est engagé ou pas, leur intérêt pécuniaire, parce que leur intérêt, ils sont intéressés, les gens qui vont militer dans une association, ils y vont parce qu'ils y trouvent de l'intérêt. En fait, les entreprises de l'ESS, c'est des entreprises
mais c'est aussi des institutions, c'est-à-dire qu'elles ont une volonté d'aller au-delà de l'activité économique. Ce n'est pas l'activité économique qui est prioritaire. Quant au profit, ben, il faut des excédents. Hein. Moi, je plaide pour que les associations aient le droit de faire des excédents. C'est ce qu'elles font de leurs excédents qui compte. Mais s'ils n'ont pas d'excédents, dans un monde marchand, restent des gamins, des enfants, parce qu'elles n'ont jamais de capacité d'autofinancement. Donc il faut à la fois permettre aux associations d'avoir des excédents, mais ça l'État ne le fait pas toujours, loin de là. Il récupère les excédents quand il y en a. Ça, ils ne risquent pas d'être autonomes, les associations. Ils récupèrent l'année suivante. Ah, vous avez fait des excédents. Et une institution sociopolitique. C'est ça, cette devanture. Et une entreprise sociale, elle oublie le deuxième. Alors ça permet d'être un opérateur économique, de mobiliser les ressources de la société civile et de réguler le pouvoir. On n'est pas dans une entreprise capitaliste. Elle ne fera pas tout ça. Réguler les pouvoirs, c'est la fonction tribunicienne. Hein, n'abusez pas. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vous ai dit. Ça, c'est un dessin de Xavier Gorce dans Le Monde que j'avais chopé. Je n'ai pas demandé l'autorisation. J'ai essayé. Mais je n'ai pas réussi à le joindre. Mais j'ai essayé. Et c'est vrai. Parce que vous voyez que l'économie sociale et solidaire, c'est pas simple. C'est compliqué, il y a tout dedans. Il y avait un député ancien qui disait c'est de la ratatouille indienne. Alors, je pense que la ratatouille indienne est spécifique. Donc il nous reste, parce que je ne voudrais pas rater mon train, il nous reste un quart d'heure. Bah, bravo. Comme d'habitude, je vous propose de lever la main afin de faire part d'une remarque ou d'un questionnement. Allez-y. Vous n'avez pas beaucoup parlé d'autogestion et vous n'avez pas parlé d'un phénomène qui est relativement nouveau, c'est les entreprises qui tombent en faillite et qui sont reprises par... Si, alors ça c'est des SCOP, c'est des sociétés coopératives participatives qui reprennent certaines entreprises. C'est un phénomène qu'on a observé depuis 30 ans mais qui était déjà ancien. Il y avait eu aussi des phénomènes où les patrons donnaient l'entreprise à leurs ouvriers au moment de départ et qui se sont transformés en SCOP. Il y a parfois des entreprises qui ont été sauvées comme ça, alors sauvées pendant un temps, vous savez. Mais même, vous connaissez le Bois-Mondo, peut-être. Bon, Bois-Mondo, moi pendant longtemps je me suis demandé où c'est. Je pensais que c'était un lieu. Donc, non, c'est les boîtiers de montres du Dauphiné. Et ça a été créé par Marcel Barbu, qui est un copain de Lippmann, je ne sais plus son prénom, celui qui a fondé Lipp. Ils ont fondé en même temps, ils étaient compagnons du Tour de France, et ils ont créé une entreprise. Et à Bois-Mondo, près de Valence, pendant la guerre, 39-45, Marcel Barbu, il a donné son entreprise à ses ouvriers. Et ce qui fait que le soir, à 5 heures, on arrêtait le travail et on passait en formation, en éducation, en activité d'éducation populaire, tout ce qu'on voulait. Et on discutait de tout. Il y a les règles, c'était celles qu'on s'était données. Bon, donc, vous avez raison, moi j'ai pas... Non, il y a encore... Je ne vous ai parlé que même pas de la surface de l'iceberg, de l'émergé de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres choses. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que c'était pluriel, que c'était multiforme, foisonnant, buissonnant. Vous en avez qui veulent se passer de monnaie dans les initiatives. Je n'ai pas parlé des réseaux d'échange de savoir, des systèmes d'échange locaux, tout ça, c'est évidemment dans cette dynamique aussi. Et quand c'est repris par les pouvoirs publics ou par des acteurs plus institutionnels, ça devient des monnaies locales. Tout ça, et ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'économie. Vous voyez, c'est là. Ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'économie et que l'ensemble des citoyens ont leur mot à dire dans le champ économique, comme dans le champ de la santé, etc. etc. Donc c'est un outil d'émancipation, je crois, vraiment. Mais parfois, je ne suis pas d'accord avec tout. Il semblerait, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, non, je ne sais pas s'il faut le dire, mais qu'ils aient refusé dans l'économie sociale de faire un texte disant que les salaires ne devaient pas aller. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, tellement ça me paraît gros.
Enfin, j'ai confiance en celui qui le dit. De 1 à 25. Je trouve que c'est pas assez. Alors, évidemment, vous avez dans l'économie sociale et solidaire des travers. Je vous disais, les femmes ne votaient pas dans ma mutuelle pendant un moment. Et sur l'autogestion? Alors sur l'autogestion, je ne connais pas suffisamment de choses, je ne suis pas très très bon. C'est venu en parallèle, mais c'est pas le mot qui était employé, vous voyez, c'était coopération, mutuelle, éducation populaire, mais le mot autogestion, il vient dans les années 70, et donc je ne sais pas bien le raccrocher, je vous dirai des bêtises, et c'est une bonne question, il faut la poser à Jean-Pierre Worm s'il aura des choses plus intéressantes que vous à dire. Oui, juste deux mots, parce que vous l'avez évoqué, l'avenir de Plaisance. Je connais un peu. J'ai un problème. Vous avez évoqué l'avenir de Plaisance, la coopérative que je connais un peu. Oui, l'avenir de Plaisance. La coopérative que je connais un peu, oui. Elle a été fondée... Qui existe toujours, non, ça n'existe plus du tout, justement. Mais absolument plus. D'ailleurs, toutes les coopératives qui s'appelaient l'avenir de, qui étaient fondées au XIXe siècle, ont totalement disparu dans la phase que vous avez, où l'émancipatrice de Courbevoie et tout ça a totalement disparu dans la phase que vous avez traitée, mais que vous n'aviez pas trop le temps de pragmatisation. Toutes ces coopératives se sont transformées en coopératives de coopération de l'ASN et de, etc., CCU, OML, etc. En fait, elles se sont entièrement ils ont fait disparaître entre 1910 et 1930 les titres un peu de la tradition, parce qu'elle avait été fondée par des communards après 1871 pour retrouver du travail, enfin dans les années 1880, travailler... Mais le fait de disparaître, c'est pas la preuve du jour d'un échec. Non, mais c'est pas la preuve d'un échec, un peu parce que c'est ce que je voulais vous poser comme question, c'est l'effet des crises et des guerres que vous n'avez pas du tout évoqué dans votre exposé, mais la question des guerres, la question des crises. Et effectivement, ce qui a liquidé ces coopératives, c'est surtout la crise de 29, en partie certaines la guerre de 14, et en partie la crise de 29, la grande coopérative a été liquidée par la crise de 29. Ça a décapité les organisations. Voilà, et donc ça a quand même fait des créaires et des crises, ça a agit sur les associations et sur tout ce qui est coopératif. Vous avez raison. Et donc je me demandais, pour sortir du XXe siècle, par rapport à ce que vous avez dit sur le XXIe siècle, la fin, quel est l'effet de la crise sur ce mouvement? Il ne se développe pas dans un contexte neutre, il se développe dans un contexte économique particulier, qui est celui, depuis 1974, d'une forme de grande dépression. Donc, ce que vous avez repris à partir de 1977, c'est vraiment le début, 74-75, c'est le début de cette stagflation, puis inflation, etc., et d'une crise. Je me demande quel est le rapport entre un contexte économique et le développement des coopératives, même s'il y a un aspect social, moral, sur toute la longue durée. Une partie de l'économie solidaire qui est apparue dans les années 70-80 est le fruit de la crise et du chômage de longue durée qu'on a observé, ça c'est sûr. Et plus historiquement, c'est souvent quand il y a des besoins non satisfaits qu'apparaît quelque chose. Donc c'est ça que veut dire Desroches quand il dit « l'économie sociale est fille de la nécessité ». Donc ça joue toujours aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a des besoins d'innovation sociale, y compris dans le contexte actuel, avec les gilets jaunes, mais la crise de chômage que nous connaissons encore, et les difficultés d'intégration sociale, les inégalités qui augmentent. Mais alors, moi j'ai tendance à regarder ça au niveau international. Nous sommes le pays qui a le moins augmenté les inégalités. Je ne dis pas ça pour dire, vous voyez comme on est bien. Hein? Non, mais tous les autres, Allemagne, Angleterre, États-Unis, quasiment tous les autres pays, même un peu les Suédois, les pays scandinaves, ont accru les inégalités. Quand je dis accru les inégalités, ça veut dire que la part des 10% les plus riches est passée aux États-Unis de 32 à 50% du total des ressources, alors que la part des pauvres passait des 10% les plus pauvres, des 20% les plus pauvres, pardon, de 4 à 3%. Leur part.
Donc nous, bon, alors, je ne dis pas ça pour qu'on ne lutte pas contre les inégalités en France, mais quand on dit que la France a besoin de réformes, j'ai bien peur que la conséquence de ces besoins de réforme, c'est l'augmentation des inégalités. Et c'est ça qu'on ne nous dit pas. Parce que les pays qui ont fait les réformes de manière plus drastique, courageuse, on va dire, quand vous regardez les résultats sur la pauvreté des enfants, c'est pas courageux, justement. Alors, un des risques, c'est qu'effectivement, si on crée ce type d'inégalité, on va avoir besoin que la société civile se mobilise. Parce qu'effectivement, les problèmes, il y en aura. On va avoir besoin qu'il y ait des entrepreneurs sociaux. Alors, vous voyez, il y a une interaction entre le contexte et les initiatives qui peuvent être prises, et il y a eu des tentatives d'instrumentalisation de ces initiatives tout au long de l'histoire. Récupération. Le crédit agricole par la politique agricole commune. Il y a toujours eu un peu, l'État, il reprend, mais il ne reprend pas avec toujours, ça dépend qui est aux mains à qui on a confié les clés de l'État, pas forcément toujours pour l'émancipation du peuple. Et donc, quand ce n'est pas forcément pour l'émancipation du peuple, il utilise ces outils. Bon. Et l'économie sociale peut être un outil que l'État utilise. Et que l'Europe utilise. Mais l'Europe, moi je vous dis, j'ai d'ailleurs réagi quand ils ont fait ce rapport, ils pensent à l'entrepreneuriat social classe intégriste, un entrepreneur qui cherche son intérêt aussi, et qui a eu une idée géniale pour répondre à une problématique sociale importante, ou écologique importante. C'est bien, il y a des aspects, c'est intéressant qu'il y ait des gens qui trouvent des choses comme ça. Mais ça ne donne pas toutes les clés de la construction d'une société où le progrès social pourrait être une réalité vraiment partagée par tous, et non pas quelque chose qui soit monopolisé par quelques-uns. Voilà, j'ai encore entendu une question. Alors, moi j'en ai une, on a bien compris par l'histoire que vous nous avez présenté les différents courants. Et on dit souvent que dans l'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup de querelles de chapelle. Et donc cette histoire des courants l'explique. Comment est-ce que vous voyez, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, l'évolution du secteur ou du mouvement de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il va finir par arriver à parler d'une seule voix, ou est-ce que vous pensez que c'est perdu d'avance? Et a fortiori, quand l'entrepreneuriat social arrive là-dessus. Moi je suis pessimiste, mais je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. Est-ce que c'est même nécessaire? Parce qu'on pourrait dire, ben, c'est très bien comme ça. Non. Enfin, on a intérêt à s'interpeller les uns les autres. Il y a une partie de l'économie associative qui méprisait les questions économiques. Il y en a d'autres qui ne le faisaient pas. Ils ont intérêt à... Je ne crois pas qu'on ait intérêt à rester isolé. Et c'est pour cette raison que là, je crois que... Alors, on ne va pas faire l'unité complète. Et c'est même pas souhaitable. Mais je ne suis pas pour les anathèmes. J'ai entendu des gens parfois dire, j'ai essayé de leur expliquer après, les associations sportives, c'est pas dans l'économie sociale. Mais c'est faux. C'est faux. Et en termes d'éducation populaire, dans certains quartiers ou dans les zones rurales, c'est l'outil principal. Quand on veut faire quelque chose, on a intérêt à se mettre de mèche avec l'association sportive parce qu'on sait qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est capacitant. Donc il ne faut pas dépouiller. Donc, mais dire que tout est dans tout, ou dire que ce qui est nouveau, et forcément il n'y a plus que l'entreprise sociale qui compte, non. Mais qu'il y ait des entrepreneurs sociaux, je m'en réjouis. Mais l'idéologie qui est parfois derrière l'entrepreneuriat social, elle m'inquiète, parce qu'elle va vers la société de marché. Alors là, vous lirez dans la RECMA la suite. Merci beaucoup. Non, je pense que j'ai trop de temps. Même, c'est mon max. J'arrive à